Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Double Bogey, le podcast 100% golf et 100% amateur. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, même si le temps n'est pas propice à l'heure actuelle à aller jouer au golf ou du moins faire des parcours, mais ne l'oubliez pas, la préparation physique peut être mise en place pendant cette période-là et le practice est toujours à votre disposition, surtout si vous avez accès à un practice couvert. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du mental dans le golf. C'est des épisodes qui se retrouveront de plus en plus dans mon podcast. Nous ne parlerons pas que de ça, bien évidemment, mais nous allons parler du mental aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons aussi la question du golfeur avec la réponse de l'amateur. Et la réponse de l'amateur, c'est moi-même en question. Car oui, je ne suis pas votre pro, je le répète, mais votre amateur préféré, en tout cas. Je l'espère. Non, mais sinon, plus sérieusement, n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast et sur vos autres plateformes d'écoute. Cela m'aidera grandement au niveau de mon podcast à m'aider à le développer et à faire en sorte que chaque semaine il soit un peu plus complet, un peu plus plaisant pour vous à écouter. Donc n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Donc on va commencer ce podcast tout de suite avec un podcast 100% mental. Je ne serai jamais joueur de golf au PGA Tour, je ne serai jamais joueur de golf à l'European Tour, au Challenge Tour et tout ce que vous voudrez. Et oui, ça peut paraître bête de se le dire, mais il faut en avoir conscience quand on fait du golf en compétition ou même juste pour le plaisir. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on a tendance à vouloir toujours plus au niveau du score, vouloir toujours plus de régularité. Et c'est un peu contredire certains de mes podcasts de dire ça, mais une régularité parfaite à tout prix n'est pas possible dans ce sport magnifique qui est le golf. Vous ne serez jamais régulier à 100%. Et je peux même confirmer que Tiger Woods n'est pas régulier à 100%. Il l'a prouvé il y a encore quelques week-ends. Donc déstresser avec cette idée-là, déstresser avec le fait de ne pas réussir ses coups. Alors, si des gens qui ont joué avec moi m'écoutent, ils sauront que ce que je dis, je ne l'applique pas forcément. Mais c'est normal et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis le premier à râler et à vouloir balancer mes clubs quand ça va pas et quand je fais des coups catastrophiques. Et il s'avère que des coups catastrophiques, j'en fais assez régulièrement. Et oui, je suis pas un professionnel du golf, je suis et je resterai un simple amateur. Et effectivement, des fois, ça peut m'énerver grandement de louper un coup, de faire une gratte, un top, tout ça. Et je suis sûr et certain que vous êtes, vous aussi, certaines fois, dans ces cas-là où le golf peut vous énerver et peut vous faire monter la pression cérébrale au niveau de l'énervement à son maximum. Mais c'est pas grave et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de mettre en place dans mes podcasts un côté un peu plus mental. Non pas parce que je suis bien placé pour en parler, mais parce que c'est un sujet qui me passionne et qui, je pense, passionne aussi certaines personnes au niveau du golf. Et je pense que c'est un sujet qui est assez important.
On parle souvent du fitting, on parle souvent de comment améliorer ses coups et tout ça. Et c'est vrai que le mental, c'est de plus en plus mis en avant, c'est vrai. Mais pour moi, pas assez mis en avant. On a tendance à bien vouloir écouter des gens qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais on le met très difficilement en pratique sur le parcours, ou du moins on met certaines choses en pratique, mais pas, on n'arrive pas à vraiment, vraiment mettre le mental à 100% dans notre jeu, ou du moins à 80% dans notre jeu. C'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place, parce que tout simplement notre nature de compétiteur prend le dessus. Et on a aussi, comment dire, cet énervement et ce besoin de vouloir faire mieux et avoir un meilleur score. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc moi, je veux me baser, je veux faire un podcast. Non, je veux faire des épisodes, pas un podcast, mais des épisodes de plus en plus dédiés sur le mental, pour la simple et bonne raison que en discuter avec vous, ça pourra très certainement m'aider à mettre en place certaines choses, le fait de réfléchir sur ça, le fait d'en discuter, et vous, peut-être que vous y trouverez aussi des éléments qui vous parleront et qui feront en sorte que vous vous améliorerez de ce côté-là. Sachez du coup que vous énerver donc sur un parcours de golf peut avoir des conséquences à long terme sur votre parcours. Je prends l'exemple, un parcours qui dure 4 heures, admettons. Si vous vous énervez dès les premiers trous, ça va avoir une conséquence assez énorme sur tout le reste de votre parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a une statistique scientifique, alors je vous laisserai chercher ça sur Internet, mais qui dit que quand on s'énerve, ou quand on se met en colère, quand on... Voilà, il y a des conséquences sur notre corps physiologique euh, qui reste pendant 5 heures, qui diminue, enfin qui s'arrête au bout de 5 heures. Donc si vous vous énervez dès le début et que vous passez 4 heures sur le terrain, eh bien sachez que vous n'aurez pas supprimé la totalité de votre colère et de votre stress physiologiquement parlant. Alors après attention, ça n'a pas de fatalité, dans le sens où si vous loupez un coup et que vous vous énervez, bien sûr ça dépend du taux d'énervement et tout ça, mais vous pouvez très bien faire des exercices de relaxation ou autres qui permettent, ou des exercices mentaux qui permettent de rétablir le problème qui a causé la colère et de repartir sur de bonnes bases. Donc ce n'est pas une fatalité et je vais continuer à m'énerver sur un parcours de golf même après ce podcast, je le sais, même en sachant tout ça, je le sais. Mais le but c'est d'essayer de diminuer ce côté-là colérique qu'on peut avoir sur un parcours de golf. Et c'est assez intéressant de ce côté-là. Ensuite, le fait de s'énerver au niveau du scoring, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de diminuer en pensant à une chose assez simple. Le score est créé par le parcours, mais c'est pas enfin, du coup, c'est le parcours qui crée le score, mais c'est pas le score qui crée le parcours. Alors, je m'explique. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça. Mais en fait, c'est relativement simple et laissez-moi le temps de vous expliquer. Quand moi le premier, attention, moi le premier, je suis pas parfait sur ça, loin de là, je le fais quasiment à chaque parcours, donc c'est une problématique qu'il faut que j'arrive à régler. Mais souvent sur le parcours, on a le regard, enfin quand on veut faire un score, après quand on juste pour s'amuser, ça n'a rien à voir, mais quand on veut faire un score, on a tendance à regarder sa carte de score et à se dire ah là je suis là, alors que je devrais être, je sais pas moi, même si on est bogey player ou double bogey player. euh, ah là, il faut que je fasse le double bogey minimum. Mais moi, je viens de faire triple, quadruple. Donc, c'est compliqué. Là, ça commence à mettre du stress, de l'énervement, tout ça, tout ça. Sauf que ce n'est pas en regardant votre carte de score que votre jeu va s'améliorer. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais je vois pas mal de golfeurs le faire et je le fais moi-même le premier. C'est-à-dire que on fait, par exemple, je sais pas moi, on est au sixième trou. Et là, on va regarder sa carte de score et on va se dire, ok,
Il me faut tant de points pour finir les 9 premiers trous. Sinon, je serai pas bien pour la suite, parce que je sais que je vais pas réussir à faire des birdies, je vais pas réussir à faire ci, je vais pas réussir à faire ça. On va regarder sa carte de score, on va se dire ah là, il y a ça, là, ça va nous énerver. Il faut pas se focaliser sur le tableau d'affichage, sur la carte de score. C'est pas une bonne chose. Concentrons-nous d'abord sur notre jeu, sur le parcours, sur le plaisir qu'on peut y prendre, et la carte de score suivra. Et si ça ne suit pas, eh ben ça suivra la fois prochaine. Et si ça suit pas, on regarde euh, où est-ce que ça a pêché à la fin du parcours. Et voilà, bien sûr, on peut faire ça entre les parcours, hein. Pendant le parcours, on sait très bien que si on fait 3 putts, 3-4 putts à chaque fois, sans regarder la carte de score, on sait qu'il faut régler le putt pour les prochains trous ou pour plus tard. Mais à la fin du parcours, vous pourrez faire votre bilan avec la carte de score en disant bon, ouais, j'ai vu, je fais tant de trucs, tant de fairway en régule, tant de green en régule ou pas du tout. Et là, ça pourra être intéressant d'utiliser le score comme outil de travail sur le practice ou avec un pro ou autre. Mais je pense, et moi le premier, il faut que j'arrive à le faire, c'est de me concentrer sur mon parcours et sur le plaisir que j'y mets sans regarder la carte de score. Et d'ailleurs, petite anecdote, je suis pas un très grand joueur, mais quand je joue en mode je m'en fous, en mode c'est pas grave le score, eh bien souvent c'est là où mes parties sont les plus intéressantes. C'est là où mon coup est le plus réussi. Donc ça peut des fois être lié à la colère parce que j'ai loupé le coup précédent et là je me dis c'est bon, la carte de score c'est foutu. Donc vas-y, allez, le prochain coup, allez, vas-y, je fais comme ça, peu importe. Allez, je balance le truc, tac tac. Et souvent, ça arrive que mon coup soit réussi mieux que les précédents. Alors que les précédents, j'avais une concentration qui était optimale. Où vraiment je me concentrais, je me disais là il faut que je réussisse à tout prix, machin, machin. Et au final, c'est quand je m'en fous le plus, des fois que ça marche. Donc c'est étonnant, et d'ailleurs le podcast au niveau du mental est aussi fait pour ça. En discuter, je peux en discuter avec vous, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram d'ailleurs. Euh, Pourquoi, quand mentalement je lâche prise, mon score s'améliore? Peut-être parce que je regarde moins le score. Et du coup, j'ai moins de stress. Alors moi, quand je joue au golf, je me sens pas stressé. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un loisir. Je me sens pas forcément stressé lors d'une partie. Mais peut-être que indirectement, mon cerveau ou mon inconscient est stressé et a de la colère, de la frustration au niveau de mes coups. C'est quelque chose qui est possible. Je sais que de la colère, j'en ai quand je joue mal. De la frustration, j'en ai. Ça, je le sais, je peux mettre un doigt dessus. Mais par contre, j'ai pas relativement de stress quand je fais un coup. Donc voilà, c'est à réfléchir du pourquoi, du comment, et c'est intéressant au niveau de ce podcast-là d'en discuter. Donc, avoir une lâcher prise peut être intéressant, mais surtout un lâcher prise au niveau du scoring. Ça, c'est intéressant parce que par contre, je pense qu'il est assez important de se créer une certaine routine mentale, de se créer une certaine concentration. Donc le lâcher prise n'est pas forcément déjà utile à tout le monde et n'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire à 100%. C'est-à-dire que je pense qu'il faut effectivement qu'on se concentre sur le coup qu'on va jouer, qu'on établisse une certaine stratégie de jeu. Enfin là, je parle que si on veut scorer, bien sûr, hein. Une stratégie de jeu et qu'on se dise ok, je vais jouer là parce que là il y a un bunker, je vais jouer à tel endroit avec tel club. Voilà. Ça, je pense que c'est important de le faire, c'est important de se mettre une routine, c'est important de se concentrer. Mais il y a toujours ce côté feeling qui doit revenir, qui doit être présent dans le coup, un feeling certain pour
te laisser aller et pour pas te bloquer dans une concentration trop grande. Nous ne sommes pas des joueurs de PGA Tour qui, eux, ont des coachs mentaux très poussés, qui ont, c'est leur métier, tout ça. Nous, en tant qu'amateurs, je pense que c'est important de se dire, voilà, je me concentre, j'ai une certaine concentration, je fais pas n'importe quoi. Si j'ai envie de réussir ma compétition, si j'ai envie de réussir mon coup, mon match play, peu importe. Mais au moment de frapper, il faudrait, je pense, et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place cette année un peu plus, c'est une lâcher prise mentale au niveau quand je fais mon coup. C'est-à-dire que voilà, mon coup, ma préparation post-coup est établie. Je sais que je veux tirer ici, je sais que je devais prendre tel club. Bon, et bien maintenant, dès que je tends les bras, je lance mon swing, et bien là, hop, il faudrait que j'arrive à vider mon cerveau et à lâcher prise et à envoyer le coup comme je veux l'envoyer, à visualiser tout ça, et hop, on envoie. On envoie et on voit ce que ça donne. Puisque de toute façon, à notre niveau, on voit toujours ce que ça donne. Dans le sens où, je parle pour des amateurs, hein, comme moi ou autres, on a une dispersion qui est assez grande au golf quand on n'est pas au PGA Tour. Et même quand on est au PGA Tour, je sais pas si vous regardez les statistiques de jeu du PGA, mais il y a des golfeurs qui ont des dispersions qui sont assez conséquentes. Donc, je vise le green, admettons. Eh ben, il faut que je m'attende à être trop long ou trop court euh, de temps en temps. Ou trop à droite ou trop à gauche. Voilà. Et ne pas forcément taper le drapeau. Ça va m'arriver de taper le drapeau, peut-être. Ça va m'arriver d'être pile là où je le voulais, c'est sûr. C'est quelque chose qu'il faut s'attendre. Voilà, on travaille et on s'entraîne aussi pour ça. Mais si je suis pas exactement là où je voulais être, eh ben, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Je ne joue pas ma vie. Et je vais, bah, au lieu de faire un putt, peut-être jouer un wedge, ou au lieu de faire un seul putt, je vais en faire deux, ou voilà. Donc c'est pas très grave, il faut se dire ça. Attention, je sais, et moi le premier, que c'est difficile. On visait le green, on sait qu'avec tel fer, on le touchait normalement, on avait la distance. Ouais, mais le terrain, c'est pas un tapis de practice. Ouais, mais le vent, on l'a peut-être mal pris en compte parce qu'on est des amateurs et parce que on n'a pas connaissance exactement de l'altitude à 20, enfin à 10, 20 mètres au-dessus de nous. Et que dessus, enfin, et que du coup, ça peut avoir une conséquence sur notre balle. Et que je suis amateur et que peut-être que je joue pas les bonnes balles. Ou que j'ai perdu la balle avec quoi je voulais jouer et qu'il me reste plus que des balles d'occasion. Tout ça, c'est des facteurs qui sont à prendre en compte dans le fait de relativiser ses coups. Et de ce point de vue-là, il faut réussir à se dire c'est pas grave, j'ai loupé, c'est pas grave, le prochain sera le bon. Et il faut se dire que sur un parcours de 18 trous, des coups loupés, je vais en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça veut pas dire que je ferai une piètre carte. Ça veut pas dire que je vais pas m'améliorer. Ça veut juste dire que je suis pas professionnel. Et que j'ai le droit de louper, j'ai le droit d'avoir une dispersion catastrophique. J'ai le droit de ne pas toucher autant de fairway ou de green que je devrais le faire. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, je voudrais aussi vous parler d'un point qui est assez important, et peut-être que je reviendrai des fois dessus, mais c'est accepter de ne pas faire de parcours quand les conditions ne sont pas bonnes. Et ça, c'est quelque chose que moi, qui aime beaucoup le golf, j'ai du mal à faire parce que, en fait, admettons, je vais avoir une semaine de vacances au mois de février, admettons, et dans ma région, il va pleuvoir pendant une semaine, ou il va pleuvoir deux trois jours, et les seuls moments où il fait beau, ben là, vas-y, j'ai envie de faire un parcours avec des collègues ou autres, mais sauf que le truc, c'est que les 3 jours précédents, il y a plu.
Du coup, les terrains, ils vont être gras. Les terrains, ça va pas avoir la même roule. Euh, les clubs risquent de s'enfoncer, les balles aussi. Tout ça, ça risque d'être. Il y a de la boue et tout. Donc, je ne vais pas jouer pareil que en plein été où le terrain est dur, tout ça. Et tout, ça roule bien. Il n'y a pas de boue et tout. Et ça, c'est assez frustrant parce que on n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'aller jouer au golf. Et se dire, mais le seul jour où je peux aller jouer au golf, je ne peux pas, parce que le terrain est trop gras et tout ça, ça peut nous frustrer. Et on peut se dire, ouais, mais le terrain il est ouvert, vas-y, c'est pas grave, je vais jouer. Et même si je fais pas un score de fou, au moins j'aurais pris du plaisir à jouer sur le parcours. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on se dise. Mais sauf que le truc, c'est qu'on se le dit au début. Je parle pour moi, hein, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Euh, on y va, on fait le parcours, et là, on loupe plein de balles. Et sincèrement, il y a 2 semaines, je suis allé jouer. J'ai fait deux parcours catastrophiques, mais vraiment catastrophiques. J'avais envie de balancer mes clubs. Et là, c'est très dur mentalement de se dire, ouais, mais au début, je venais pour le plaisir. Mais c'est vrai que, franchement, j'arrive pas à jouer, c'est frustrant. Je fais des coups catastrophiques, tout ça. Et donc, à ce moment-là, c'est là où mentalement il faut arriver à mettre en place des stratagèmes, des stratégies pour soit radicalement se dire je fais pas de 18 trous quand le terrain est catastrophique, ou alors je fais des 18 trous que je connais et qui sont faciles, ou alors je fais un 9 trous, euh, un compact ou autre. Comme ça, je prends du plaisir à être sur le parcours. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être que les pros ne partageront pas ça, mais voilà. Ou alors radicalement se dire bah ok bah là c'est pas possible de jouer dans ces conditions-là, enfin du moins avec mon niveau et avec mon jeu, parce que chacun est différent. Du coup je vais favoriser ce temps-là que j'ai où il fait quand même beau mais il y a plus la veille et tout ça, pour aller faire du practice, du putting green ou autre. Et mettre à profit ce temps de golf avec moins de frustration. Parce que qu'on se le dise au practice ou au putting green, avec des exercices ludiques et avec euh, un entraînement de 2 heures ou 3 heures, on peut arriver à se faire plaisir, je parle golfiquement, sans forcément avoir fait de parcours. Et du coup, pour revenir à l'expérience pour moi il y a 2 semaines, quand j'ai fait ces deux parcours, c'était catastrophique. Et du coup, les autres jours, j'ai dit bah ok, bah je vais aller que au practice. Et fini les parcours. Je fais plus de parcours pour l'instant. Parce que pour l'instant, avec mon jeu, avec le niveau que j'ai en ce moment, ce n'est pas possible. Et en plus, tu te compares au niveau que tu avais l'été dernier, et tu te dis, mais c'est pas possible, je suis devenu nul alors que j'ai joué 6 mois de plus. Bah non, t'es pas devenu nul, c'est juste que le terrain est différent. Et du coup, il faut que tu te réadaptes. Et c'est pas pour rien que les saisons golfiques commencent un peu plus tard dans l'année et que ça ne commence pas, enfin, et que ça ne se passe pas forcément en plein hiver. C'est pas pour rien qu'en hiver ils mettent des greens d'hiver. Enfin, ça c'est parce que le green peut être vachement abîmé l'hiver et donc du coup ça veut dire que le terrain il est déformé. Ça veut dire qu'il y a d'autres voilà il y a des problématiques au niveau du terrain. Donc c'est pas que vous, c'est aussi le terrain et ça il faut le prendre en compte et se mettre peut-être des limites mentales. Ou alors si on va sur le parcours, eh ben on ne remplit pas la carte de score. Et juste on s'entraîne sur des situations de parcours en se disant bah voilà je prends pas ma carte de score mais peut-être que je mets pas ma carte de score mais je m'entraîne voilà sur la stratégie de jeu que j'aurais fait ou autre en sachant que l'hiver c'est pas pareil au niveau des distances, donc la stratégie de jeu doit changer, donc ça peut être aussi intéressant de ce côté-là pour apprendre la polyvalence et tout ça. Mais ça c'est un point qui est important, l'hiver ça peut tout changer. Donc mentalement, il faut le prendre en compte et se dire, on fait un peu plus de practice pour éviter d'avoir moins de frustration et garder le plaisir qu'on a à venir au golf.
Alors là, vous allez dire: «Mais il est bien gentil, Double Boguet, mais il m'a donné aucune solution pour mon mental dans cet épisode». Eh bah, oui, et je ne vous donnerai pas de solution, enfin, je vous ai donné quelques trucs, mais je vous donnerai pas de solution, proprement dit, dans cet épisode-là. Pourquoi? Parce que peut-être que je vais faire d'autres épisodes mentaux où je donnerai plus des solutions quand j'en aurai trouvé aussi des intéressantes pour moi et pour vous. Non pas que j'en ai pas, mais que, celles que j'ai, pour l'instant, elles sont en travail, psychologique dans ma tête. C'est-à-dire que je peux pas vous donner des conseils, sur, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes ça en place, si moi-même, je les mets pas en place. Pas que je les mette pas en place, à l'heure actuelle, mais j'essaye et j'y arrive pas tout le temps, voire pas souvent. Donc, voilà, je suis très franc. Donc, du coup, je vous donnerai pas de conseils à l'heure actuelle tant que moi, elles seront pas bien, bien mises en place et bien, bien intégrées dans mon cerveau. Donc, ça, c'est quelque chose. Et ensuite, prenez cet épisode-là comme une questionnement, comme un axe de réflexion que vous pouvez vous faire à vous-même, que vous pouvez partager à vos collègues aussi. Sur, ouais, c'est vrai que, je suis plus, en colère, quand, je joue l'hiver ou quand, je loupe un coup, ben, après c'est vrai que j'ai du mal à redescendre. Ma colère a du mal à redescendre et voilà. Donc ça, c'est des axes de réflexion que vous pouvez vous faire et vous poser comme ça les questions. Donc moi, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là. C'est pas pour que vous vous posiez des questions ou que vous vous remettiez en question, loin de là, mais c'est pour que vous essayez de réfléchir sur peut-être des façons de faire pour votre jeu et que moi, je vous ouvre peut-être des axes de réflexion sur des sujets que vous auriez peut-être pas pensé ou alors que vous pensiez mais que vous vous disiez non, c'est pas possible, c'est pas ça, machin, machin, machin. Donc voilà, ce podcast-là, il n'y a pas de vraiment d'astuces plus que ça parce que c'est vraiment de la réflexion pure et dure sur le mental. Et il y a un truc aussi au niveau du mental qui peut être intéressant, c'est au niveau du fitting. Moi, je sais, du coup, bah, je vous le dis, à l'heure où l'épisode sort, donc ce sera le mardi 27 février 2024, eh bien, à l'heure où cet épisode sort, je suis dans un magasin de golf en train de faire un fitting. Donc, le rendez-vous est pris, hein. En fait, là, je tourne l'épisode le 26, donc la veille. Et le rendez-vous est pris. Et pourquoi je prends un rendez-vous? Parce que cet hiver, ma frustration a été tellement grande avec mes clubs que j'ai décidé de faire un fitting. J'ai décidé de revoir si mes shafts sont adaptés, si, voilà, si mes têtes de club sont adaptées à mon jeu et tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que mentalement, je suis en tort. Alors vous allez me dire, ouais, mais le fitting c'est intéressant et il faut le faire pour mieux jouer, entre guillemets. Enfin, parce que un bon matériel adapté à toi, c'est mieux pour augmenter sa qualité de jeu. Ah, c'est vrai, on va pas demander à un plongeur en bouteille de descendre très profondément s'il n'a pas le bon matériel adapté. Ben, c'est un peu pareil au golf, si on n'a pas un matériel qui est adapté, on n'évoluera pas plus que ça. Euh, Même si il y a des personnes qui, avec un matériel pas forcément adapté à eux, arrivent à progresser. Et je dis pas qu'il faut faire un fitting absolument. Mais du coup, je vous dis que mentalement, c'est une mauvaise chose que j'aille faire ce fitting-là. Pourquoi? Parce que j'ai intégré mes échecs de cet hiver-là au fait que mes clubs n'étaient pas adaptés à mon jeu. Alors que l'été dernier, mes clubs, pour vous donner une petite idée, hein, mes clubs sont neufs. Genre, je les ai achetés en juin de l'année dernière. Et pourtant, je vais refaire un fitting. Vous allez dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Peut-être. Mais après, c'est un fitting qui est gratuit déjà. Et je sais pas si je vais acheter d'autres clubs. J'ai pas pour ambition d'acheter d'autres clubs. Mais juste de discuter avec un professionnel qui va peut-être me dire que, ouais, en fait, maintenant, un tel club, il est plus forcément adapté à toi ou autre. Donc, j'ai envie d'avoir des réponses sur mes clubs parce que j'ai deux séries en fait chez moi et j'ai une série qui est neuve, une série qui est un peu moins neuve
Et la série qui est un peu moins neuve, enfin qui est ancienne du coup, eh ben j'ai l'impression qu'elle est plus adaptée à mon jeu que ma série neuve. Et ça, je veux faire le point là-dessus aussi. Donc voilà. Donc j'ai rejeté la faute de mes coups ratés sur des terrains divers sur mes clubs. Et donc mentalement, c'est un échec. Parce que, euh, alors vous allez dire, c'est peut-être aussi une remise en question sur tes clubs et c'est bien aussi. Mais pour moi, c'est un échec dans le sens où je n'ai pas réussi à accepter l'échec de certains parcours ou l'échec de mes coups cet hiver et que donc du coup il faut que je donne un fautif, que ce soit le parcours ou mes clubs. Alors que si on essaye d'accepter ça, d'attendre, de faire du practice et de revenir quand le terrain sera plus propice à un meilleur jeu, eh bien alors peut-être que mes clubs n'auraient pas été les fautifs dans l'histoire, mais seulement mon jeu à moi ou mon mental. Donc c'est un échec de ce côté-là. Après, je prends aussi cet échec-là d'aller faire un fitting alors que c'est peut-être pas l'idéal, enfin c'est au niveau mental je parle. Je le prends aussi comme à la fois une petite, pas une réussite, mais mentalement on peut aussi se dire, voilà, j'ai fait ma remise en question, je sais que j'ai peut-être pas des clubs adaptés, donc je vais aller en discuter avec un pro. Et c'est sur ça que je veux rebondir. Si vous avez un blocage mental ou un blocage au niveau de votre jeu, il faut mentalement, et c'est difficile à faire malgré tout, il y en a qui arrivent facilement à le faire, mais il faut mentalement se remettre en question et se dire, ok, je m'énerve trop, je suis trop stressé, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ça? Et peut-être qu'une des réponses, c'est d'aller voir soit un pro, un coach mental spécialisé dans le golf, soit un pro qui va vous refaire des cours, qui va vous donner des réponses à vos questions. Et ça, c'est une bonne remise en question. C'est une bonne chose. Moi, aujourd'hui, là, le jour où vous écoutez le podcast, si vous l'écoutez mardi 27 février, je suis à l'heure actuelle, du coup, en train de faire un fitting. Et pour moi, c'est pas un fitting pour acheter des clubs, même si peut-être que j'en achèterai, je ne sais pas. Je vous le dirai dans un prochain podcast. Mais c'est plutôt une remise en question personnelle de me dire je dois aller voir un spécialiste du matériel et je veux qu'il me confirme que l'erreur elle venait de moi et pas de mes clubs. Et mentalement, je serai ok avec ça. Je suis ok avec le fait que c'est moi et moi seul le fautif de mes scores pourris, en gros. Alors que, bon, si il me dit que c'est à cause de mes clubs, parce que j'ai des clubs nuls et tout ça, bien sûr, je sais que les fitters ont peut-être essayé de me vendre le truc et tout ça, mais là où je vais, je pense pas. Ils sont, euh, ils sont très bien. Donc, s'il me dit que oui, il y a une part personnelle d'échec, mais qu'il y a aussi, regarde, il y a quelques petits détails et tout ça. Si c'est que quelques petits détails, bon, moi, je veux pas devenir professionnel, donc peut-être que ces petits détails, tant pis, je vais pas acheter des clubs juste pour des petits détails. S'il me dit, ouais, c'est tous tes clubs, franchement, ils sont pas adaptés à ta taille, ils sont pas du tout adaptés à toi, ok. Peut-être que là, dans ce cas-là, ça sera la faute des clubs. Et j'aurais eu raison mentalement de m'être énervé, mais pas forcément parce que le fait de m'être énervé, ça n'a pas changé les choses. Ça n'a pas réglé mon score, ça n'a pas réglé la situation sur le moment. Et j'aurais mieux fait de me calmer et d'essayer malgré tout de jouer en me prenant plaisir et en essayant de réussir du mieux que je puisse. Voilà. Malgré des clubs un peu moins bons. Mais voilà, c'est plutôt une remise en question dans ce sens-là. Et donc, je vous invite à aussi essayer de voir des fois de faire une rétrospective mentale de votre situation en vous disant pourquoi je m'énerve sur un parcours, pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est à cause de mes clubs? Des fois, ça peut être le cas, mais pas forcément. Ça peut être à cause de parce que je prends pas assez de cours. C'est peut-être aussi mon cas, je sais pas.
Peut-être parce que j'ai un problème au niveau du drive ou du putting. Et dans ce cas-là, il faut que j'aille voir un pro. J'avais un drive qui était catastrophique. Je balançais tout à droite. Et là, depuis quelques semaines, ça y est. Ça y est, ça part droit. Alors, je dis pas que je vais plus balancer à droite parce que je le sais que je vais encore balancer des balles à droite, voire à gauche. Mais je comprenais pas pourquoi mes balles partaient à droite. En fait, j'avais le poignet qui était mal positionné, en fait. Et du coup, au practice, j'ai mis 4 sauts. Bon, c'est pas que avec ça que j'ai réussi à le régler, mais parce que je suis allé plusieurs jours. Mais il y a une journée où, quand on m'a expliqué ce problème du poignet, j'ai cassé mon poignet pendant 4 sauts de balle pour m'habituer physiologiquement à avoir un poignet un peu plus rentré vers l'intérieur. Parce que moi, mon poignet était trop vers l'extérieur en fait. Mais euh, là, peut-être que si un pro m'écoute, il dira, mais il dit n'importe quoi. Mais en fait, moi, physiologiquement, comment je faisais mon coup, mon poignet était trop vers l'extérieur et il faut que je le rentre un peu plus. Ça veut pas dire qu'il faut jouer avec un poignet rentré, ça veut juste dire que moi, au niveau de mon grip, je faisais n'importe quoi. Et du coup, c'est intéressant de ce côté-là, à se dire, bah voilà, là j'ai réglé un souci. C'était pas un souci mental, que ça partait à droite. Parce que du coup, forcément, quand tu fais que partir à droite, toi, tu penses à chaque départ que ça va partir à droite. Et le cerveau n'aime pas la négation. Donc quand tu lui dis non, 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 pas à droite, bah il va à droite. Donc là, c'était un problème, on va dire, de grippe. Bon, des fois, c'est souvent ça. Enfin, ça peut arriver que ce soit ça. Mais ça peut être aussi un problème mental, un problème X ou Y. Et c'est intéressant d'aller voir un pro, d'aller voir un coach, ou de se remettre mentalement en question. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est ce que je voulais vous dire, délivrer. Et là, on va passer tout de suite à la question du golfeur et avec la réponse de l'amateur. La question, c'est comment s'entraîner mentalement sur le practice pour être dans de bonnes conditions mentales quand on va sur le parcours. C'est une bonne question et pour un amateur comme moi qui a encore un peu de mal à gérer mon mental, ça va être compliqué de donner une réponse assez complète, mais je vais faire de mon mieux. Je pense que l'idéal pour moi, c'est de se mettre dans des situations de stress sur le practice, avec peut-être des enjeux, avec des situations compliquées, où par exemple, bah, il faut absolument être dans telle zone. Sinon, soit on fait un exercice physique, par exemple, si vous avez la forme de faire des pompes ou autre, et du coup, on se dit, mais et là, ça fait monter le cardio, tout ça, ça peut faire monter un peu le stress. Ou alors, bah, je quitte pas le practice tant que j'ai pas fait ça. Ou alors avec des collègues, des voisins de tapis, essayer de. Puis ça peut permettre aussi de créer un lien social si jamais vous les connaissez pas. Bon, un peu plus compliqué d'aller vers la personne et lui dire, hé, tu veux faire. Bon, enfin, essayer avec son collègue de tapis de faire un jeu avec peut-être une récompense à la fin. J'inciterai pas à parier de l'argent, loin de là, mais peut-être une petite boisson non alcoolisée, bien évidemment, sur le clubhouse. Et voilà, de se dire, bon, bah, on se parie un coca, et si pour celui qui n'arrive pas à faire tel ou tel exercice, ou alors, par exemple, si c'est au niveau du putting, à se dire, bah voilà, je fais un exercice, comme je vous avais expliqué là, où j'essaye de mettre 5 balles à distance différente du drapeau, et le but, c'est que j'arrive à la cinquième balle, mettre la cinquième balle, et si j'arrive à la troisième balle et que je la mets pas, et ben je recommence à la première balle, et jusqu'à arriver à mettre la cinquième balle. Donc tout ça, c'est des exercices qu'on peut essayer de faire pour soigner son mental. Et sinon, je vais vous dire un truc tout bête. Mais à part les exercices, bien sûr, il y a des exercices de respiration que vous pouvez trouver sur internet ou dans des bouquins. Il y a des bouquins de golf au niveau du mental qui sont très très intéressants avec des exercices à faire même sur papier, sur feuille. Il y a un exercice par exemple de la signature qui est très intéressant où en gros, quand vous faites votre signature, vous réfléchissez pas. Alors que
quand vous tapez, quand vous faites un swing, là vous réfléchissez. Et en fait, le but c'est d'emmener le swing à comme une signature, à ne pas réfléchir. Enfin, on dit ne pas réfléchir, il faut réfléchir un minimum, mais à le faire inconsciemment, à se dire bah c'est une gestuelle que je connais par cœur et j'ai ce stress en moins dans ma poche. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et voilà, donc mis à part tout ce qui est respiration et tout ça, je vais vous dire un truc tout bête, mais c'est d'aller sur le parcours. Et c'est de se faire aussi des compétitions de son club de golf. Ça, en fait, ça va aider à se retrouver dans des situations compliquées, enfin compliquées, avec des coups où on gère pas forcément, où on loupe. Mais avant ça, il faut faire ce parcours-là, faire cette compétition-là, non pas dans l'objectif de faire un bon score, même si ça peut être le cas, mais surtout dans l'objectif de se dire, là, j'y vais pour travailler mon mental. Et dans ce cas-là, je joue pour mon mental. C'est-à-dire que si je loupe un coup, j'en ai conscience, il faut en avoir pleinement conscience et se dire, c'est pas grave, zen, machin, tac, tac, tac. Donc en fait, c'est un exercice que vous faites. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un parcours pour vous et pour votre score, mais c'est un parcours pour votre mental. Et donc ça peut être intéressant. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc se mettre sur le parcours, faire le parcours pour son mental, ça peut être quelque chose d'assez bénéfique. Après, il y a quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire, mais c'est pas très. Enfin, ça c'est bien si on est tout seul. Ou alors en compétition avec plusieurs joueurs, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire parce que c'est de mettre des écouteurs par exemple et écouter de la musique qui nous détend. Parce que si vous écoutez du hard rock, peut-être que vous jouerez mieux, hein, peut-être. Mais ça a plus tendance à exciter le cerveau qu'autre chose. Donc voilà, des musiques qui vous détendent. Donc à vous de trouver votre playlist. Et ça peut être intéressant aussi. Je sais pas vraiment, je me suis jamais renseigné là-dessus, mais je sais pas si en compétition c'est autorisé. Mais ça peut être une idée de travailler avec de la musique au début pour prendre plaisir à jouer, enfin pour travailler son mental. Et au fur et à mesure, enlever les écouteurs. Il y a aussi la question de, sur le practice par exemple, se détendre avec de la musique. Ça, sur le practice, ça gênera personne si vous êtes tout seul sur votre tapis. Eh bien, avant votre compétition, vous vous détendez avec des écouteurs, avec une musique sympa ou autre. Ou un podcast, enfin un truc qui vous fait vous détendre ou qui vous fait penser à autre chose que le stress que vous pouvez avoir après sur le parcours. Ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place aussi. Et sinon, une chose mais vraiment toute bête. Alors là, du coup, c'est pas un entraînement sur le practice, donc je m'éloigne un peu de la question, mais ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. C'est de jouer que quand les conditions sont bonnes. Voilà, tout simplement. Donc pas sur le practice forcément, mais sur le parcours. Donc j'en ai parlé un peu plus tôt dans le podcast, mais voilà, c'est de se dire, bah moi quand le terrain il est pas bien, bah j'y vais pas. Parce que mentalement, je sais que j'aurais pas la capacité de tenir face à un parcours où j'ai de la boue jusqu'aux chevilles et où mon club s'enfonce. Donc, donc voilà, et où la balle roule pas, tu vois, ce genre de truc. Donc ça peut être intéressant de se dire, bah je joue que quand je suis dans de bonnes conditions, parce que je suis sûr à 100% de prendre du plaisir. Et mentalement, je m'abîmerai pas. Et le jour où j'arrive à trouver la clé pour mon mental, parce que il y a plusieurs outils, mais il n'y a qu'une seule clé par personne. Ça, j'en suis persuadé. On a tous une façon de fonctionner qui est différente. Donc, ma façon à moi de fonctionner ne sera pas la même que vous qui écoutez le podcast. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il y a des outils qui sont, on va dire, pas universels, mais il y a des outils communs qu'on peut tous utiliser, mais il y aura qu'une seule clé, il y aura qu'une seule vraie façon qui nous sera propre. Peut-être qu'il y en aura qui auront la même clé, mais c'est souvent à quelques détails près différents dans la façon de faire, que ce soit même dans la routine et tout ça. Donc
Donc aussi, ne pas hésiter à aller voir un pro. Les pros peuvent vous donner ces outils-là et à vous de trouver la clé dans ces outils. Donc ça peut être très très intéressant. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes. Je vous remercie d'être présent. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ce format dédié au mental vous plaît. Sachez juste que la semaine prochaine, la semaine d'après, etc., ce ne sera pas forcément des épisodes sur le mental. Je vais continuer à faire des épisodes bien précis, enfin avec d'autres sujets, bien sûr. Mais il y aura de plus en plus d'épisodes mental parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dites-le moi en commentaire sur votre plateforme si cela vous intéresse aussi. Dites-le moi sur Instagram. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, du coup, à noter le podcast. Ça m'aidera grandement à améliorer ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. C'était Double Bogey, votre golfeur amateur préféré. Merci à vous.